Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo en réponse à un message laissé donc sur le groupe Facebook, hein, c'est un groupe de piano, par une internaute qui parlait de la gestion du stress. Elle devait jouer en public, il me semble, et elle disait elle en était bien incapable, ou du moins qu'elle avait beaucoup de difficultés, hein, à le faire. Elle se demandait comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème. Alors j'essaie de faire une vidéo en réponse à ce message, mais qui finalement pourrait bien être utile à beaucoup d'entre vous en réalité, parce que je constate que c'est un sujet récurrent. La gestion du stress revient énormément et donc je vous propose ici de partager un petit peu le fruit de mon expérience et ce que j'en pense, hein, bien sûr. C'est le résultat de à la fois de mes années d'études, hein, en conservatoire et puis de mes presque 20 ans d'enseignement et de mon métier en lui-même. Je donne en Chine, hein, essentiellement des masterclass, des concerts, des conférences, mais malheureusement à Paris, j'ai jamais eu vraiment le public, hein, pour concrétiser cela. Mais en tout cas, je vais essayer de vous faire partager donc tout cela et vous décrire un peu mon mode de fonctionnement parce que c'est ça finalement la chose la plus importante, je trouve, c'est que à partir du moment où vous savez vous analyser vous-même, vous n'avez vraiment plus aucun problème. Vous travaillez vraiment sur l'intérieur en quelque sorte. Et c'est ça le plus important. Alors bon, je tiens quand même à signaler une chose, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle, hein, déjà, d'accord? Faut arrêter de croire ça, hein, je ne veux pas rebondir sur d'autres sujets, hein, n'est-ce pas? Ça m'arrive de lire, hein, aussi des commentaires, des choses comme ça, mais faut pas rêver quand même, hein. S'il y avait un aliment que vous mangiez tous les jours et qui vous faisait perdre 5 kilos par jour, ça se saurait, tout le monde le ferait, il n'y aurait plus d'obésité. Donc faut arrêter de rêver, d'accord? Donc moi ce que je vous propose c'est simplement des idées, des informations. J'espère que vous y trouverez votre compte. Et voilà, hein, allons-y. Donc j'essaie quand même de garder une certaine logique dans les vidéos, par rapport aux vidéos précédentes, hein, de ma chaîne. J'étais en fait en train de faire toutes ces vidéos consacrées à une conférence que j'avais donnée dans plusieurs villes en Chine et qui s'intitulait donc le piano de la première approche à son interprétation musicale en public. Alors j'avais décrit la première partie, l'analyse, déchiffrage, interprétation, etc. J'étais parti pour faire une seconde partie, que je ferai plus tard, je la saute, je vais directement donc à la fin, puisque c'est ce qui vous intéresse, la gestion du stress. En réalité, la troisième partie donc s'appelle tout simplement, c'est l'étape finale, hein, c'est l'interprétation d'une œuvre musicale. Bon, donc après l'analyse, la compréhension de l'œuvre, le travail du son, la recherche esthétique, le travail de la technique artistique, etc. Là, tout ça, je vous renvoie aux vidéos, hein, précédentes si cela vous intéresse. Donc maintenant, c'est l'étape finale, hein, de l'interprétation en public. Alors ici, je vais traiter de certains sujets donc récurrents à toutes les situations, comme les conditions environnementales. C'est déjà une chose importante, qui est un facteur de stress. Et surtout, la préparation mentale. Voilà. Ça fait partie intégrante, hein, vraiment de moi-même, de ma personnalité et de ma pédagogie après que j'applique avec mes élèves. Donc, je vais essayer d'aider, hein, en quelque sorte, hein, les gens à trouver la cause des problèmes, ce qu'on appelle les trous de mémoire, par exemple, hein. Beaucoup d'élèves y sont confrontés. Et de quels moyens est-ce que l'on dispose pour les éviter? Bon, alors le but, qu'est-ce que c'est? C'est de réussir à faire comprendre au public son interprétation, hein, le message véhiculé, hein, ce qu'on appelle l'objectif artistique, que l'on s'est fixé depuis le début d'ailleurs, hein, depuis le début de l'apprentissage d'une partition. Bah, il n'est pas si facile à atteindre parce que on pourrait penser que l'essentiel est déjà fait avec tout le travail que les élèves fournissent. Et finalement, non. Tout ce travail réalisé au préalable, eh bien, ne suffit pas toujours à compenser ce qu'on appelle les désorganisations de notre cerveau. C'est ça justement lié à la présence d'un public ou à la présence de conditions environnementales inconnues, ou les deux, tout simplement, à la fois les conditions extérieures plus la présence du public. Donc voilà, les désorganisations, on va parler de tout ça. Donc d'abord, ce qu'on appelle l'entraînement mental. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un entraînement qui vise à améliorer notre performance musicale, en tenant compte de l'aspect psychologique, par le développement d'aptitudes dans ce domaine psychologique. Voilà, ça me paraît être la chose la plus importante. Alors moi, j'insiste beaucoup dans mes cours. Après, bon, voilà, hein, je laisse chaque professeur libre d'utiliser ses méthodes, mais moi, en tout cas, l'aspect psychologique, c'est-à-dire qui relève du mental, de l'esprit, hein, tout ce qui se passe dans notre tête, et l'aspect physiologique, le corps, l'interaction entre le corps et l'instrument, ce sont deux termes que j'utilise énormément, hein. Ça me paraît
essentiel et ça résume très bien justement notre attitude, hein, nos appréhensions et toute notre pensée, tout ce que nous sommes finalement. Donc nous devons être capables de développer des ressources internes en réponse à une situation inconnue pour pouvoir s'y adapter. Alors ces ressources internes, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, c'est la motivation, la confiance en soi, la maîtrise en soi, toutes sortes de stratégies de focalisation de l'attention, hein, ce sont des facultés que l'on développe en réalité bon, au cours de notre éducation musicale. Mais quand on y réfléchit, ces mots-là, motivation, confiance en soi, maîtrise en soi, qu'est-ce que c'est? Ce sont des qualités extra-musicales en réalité, que l'on peut avoir, n'importe qui dans la vie de tous les jours peut avoir, peut déjà présenter ces qualités. Ce sont des points d'appui dans notre cerveau qui nous servent bien sûr en présence de stress, hein, c'est la chose la plus importante, c'est ce qui fait que l'on va réussir à faire face à l'anxiété et que l'on prendra le dessus et que le trac qu'on ne sera pas sous l'emprise hein, du trac. Mais en réalité, ce sont des qualités que l'on peut très très bien développer sans forcément jouer du piano ou apprendre, enfin pratiquer un instrument de musique, il faut quand même le savoir, hein. Et donc cet entraînement mental, il est directement lié au développement de ces qualités psychologiques. Les aptitudes de base, donc, hein, qu'on a décrites, seront seules ou combinées, elles seront en tout cas utilisées pour s'adapter aux besoins spécifiques que nous éprouvons en présence d'un public. Alors, on va quand même parler hein, de trois choses qui me paraissent les plus importantes, à savoir donc la relaxation, l'imagerie mentale, c'est même d'ailleurs la chose la plus importante, hein, les représentations mentales. Je vous laisse consulter une des vidéos que j'ai fait à ce propos, hein. C'est là-dessus que j'insiste le plus avec mes élèves parce que finalement j'ai constaté que c'est ce qui marchait le mieux sur moi. Bref, et donc le dialogue interne également, qui me paraît très important donc lors d'une bonne préparation mentale. Donc l'anxiété et la relaxation, qu'est-ce que c'est? Bon, alors la relaxation, bon, tout le monde connaît, elle doit être bien travaillée, mais surtout elle doit être bien préparée. C'est ça aussi le problème, c'est que très souvent les élèves pensent que tout ça se prépare le jour J ou 2-3 jours avant. Bah non, c'est pas vrai. Ça se prépare très longtemps à l'avant. Il est là le problème. C'est un peu comme l'examen, hein. Ceux qui s'y prennent au dernier moment, bah ils obtiennent ce qu'ils obtiennent, hein, on le sait. Et bah, c'est la même chose avec la préparation mentale, c'est pareil. Donc c'est un processus intéressant. Parce que ça permet de lutter efficacement contre l'état d'anxiété. C'est une expérience que vous avez tous vécue, hein, j'allais dire, même moi d'ailleurs, hein, c'est pareil, à mes débuts, avant d'entrer sur scène, même avant de faire une conférence, donner une masterclass, c'est pareil, il y a toujours un moment d'appréhension, un moment hein, vraiment où on a un petit stress qui monte, hein, c'est tout à fait normal, c'est de l'anxiété, mais c'est un sentiment de peur, de crainte hein, qui intervient dans le cas donc d'une situation stressante. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un phénomène qui est tout à fait normal, on ne l'évite pas, et les élèves doivent l'apprivoiser tout simplement au fil des années. Et c'est quelque chose, il faut habituer tout simplement hein, les élèves, il faut s'habituer très très tôt c'est ce que j'appelais donc à ces désorganisations. Alors justement, ça peut être des désorganisations de plusieurs types. On va voir ça. Il y a des organisations psychologiques au niveau du psychisme, des processus mentaux, hein, au niveau de l'esprit. Et il y a la désorganisation physiologique, c'est-à-dire l'interaction avec l'environnement, avec l'extérieur, la perturbation des organes, les mécanismes physiques. Hein, c'est une perturbation générale de tout notre système, hein, en fait. Et le problème, surtout, c'est que c'est de nature anticipatrice. On anticipe comme par hasard en plus les passages où on sent que ça va déconner, quoi, en gros, hein, voilà, pour faire simple, hein, d'accord. Donc cette anxiété, alors il y en a deux types, elle peut être cognitive ou somatique. Et on va essayer d'analyser justement ces deux types d'anxiété. Ces caractéristiques sont intéressantes parce que cela permet de mieux prendre en compte le type de relaxation à adapter. Donc dans le premier cas, ce qu'on appelle l'anxiété cognitive, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une anxiété qui se traduit par une déstabilisation psychologique, c'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure. Donc c'est lié à des stimuli provenant de l'environnement, donc la situation hein, extérieure. Donc les ressources personnelles sont affaiblies, elles sont affectées par les éléments extérieurs. Lorsqu'on est en situation inconnue, notre perception, qui est subjective, interprète de façon négative et menaçante tout ce qui nous entoure. Hein. C'est quelque chose que vous avez peut-être vécu, hein, certainement, même à mon avis. Et dans le second cas, c'est l'anxiété somatique. Elle, par contre,
c'est une activation physiologique. Alors, une activation, on pourrait même dire, malheureusement, c'est une perturbation des mécanismes du corps qui est liée à l'environnement, une mauvaise utilisation des organes, des membres, accélération cardiaque, tension musculaire, raideur, enfin tout ce que vous voulez. Hein, ça aussi, ça se traduit par la dureté du son, ça se traduit par plein de choses. Et ça aussi, hein, beaucoup de pianistes s'en plaignent. Donc les pianistes, comme les sportifs de haut niveau d'ailleurs, hein, c'est le même cas. Hein. Et il faut savoir que l'on présente au fur et à mesure, à force d'expérience et à force de concert, à force de maîtrise de soi, eh bien, on présente une capacité quand même à pouvoir gérer notre anxiété et, je dirais même, à la retourner à notre avantage. Et là, ça devient intéressant. Parce que justement, comment dire, cette anxiété, elle engendre un niveau d'activation et d'éveil psychique et physiologique, d'éveil, je dis bien, qui, lorsqu'il est maîtrisé, contribue à l'épanouissement musical en public. Voilà, c'est ce qu'il faut essayer de retenir, je pense, déjà dans cette première partie, hein, concernant l'anxiété et la relaxation, qui est une des premières méthodes, hein, relevant des facultés mentales, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que l'anxiété, de toute façon, la présence de stress sera obligatoire. On n'y échappera pas. Simplement, elle entraîne un niveau d'activation et d'éveil, mais simplement d'éveil. C'est-à-dire qu'il faut réussir à le maîtriser. C'est là la chose la plus difficile. Si cela nous envahit, eh ben, automatiquement, ben voilà, on est sous l'emprise du trac. Mais quand ce n'est pas le cas, et lorsqu'on arrive à maîtriser justement cet éveil psychique et physiologique, là, cela devient très intéressant parce qu'on on se rend compte, hein, vraiment, lorsqu'on a cette sensation au concert, on est bien, on est vraiment bien dans sa tête, hein, tout simplement. On est centré sur son objectif, on est concentré, on est, comment dire, on est engagé personnellement, musicalement. On sent que tout va bien en quelque sorte. Hein, on a des sensations vraiment positives. Et le tout, donc, c'est d'arriver à trouver un juste milieu. Alors, vous avez par exemple certains pianistes qui sont beaucoup trop relâchés aussi. Ça existe, hein, qui n'exécutent pas correctement leur interprétation. D'autres, au contraire, c'est le cas le plus courant, hein, qui sont beaucoup trop tendus, on le voit physiquement. Hein, et donc, là, c'est la dureté du son en général qui en prend un coup, plus les accélérations, c'est lié à l'accélération cardiaque, etc., etc. Donc bon, la relaxation, elle doit être bien adaptée à chacun d'entre nous. Ça rejoint l'idée, hein, première que je vous disais, en sachant que il n'y a pas de méthode miracle. Chacun a sa méthode en quelque sorte. Donc chacun doit pouvoir s'analyser. C'est quelque chose qui est très important de savoir, de pouvoir se comprendre soi-même, de considérer son mode de fonctionnement, c'est-à-dire sa manière de gérer justement ces genres de situations. Il faut se connaître soi-même. Et donc, il faut savoir cumuler gestion de l'anxiété et maîtrise de ses moyens. C'est un équilibre qui est indispensable. La relaxation, donc, elle peut également être associée à une autre méthode. Et c'est là qu'on va en arriver donc à ce deuxième point, c'est l'imagerie mentale. Alors bon, là je vous renvoie directement à d'autres vidéos que j'ai pu faire précédemment donc sur les représentations mentales. C'est la chose la plus importante, hein, que j'utilise avec mes élèves. Et c'est venu en fait naturellement du fait que moi-même ben, je suis comme ça, tout simplement, c'est mon fonctionnement, donc on ne se change pas, hein, on ne se refait pas, hein, comme on dit. Hein. Je procède beaucoup comme ça, hein, par ce qu'on appelle les zones iconiques, l'hémisphère droit, bon bref. Et il y a quand même des choses très intéressantes, hein, avec les représentations mentales, je vous laisse vous renseigner sur le sujet, c'est que en réalité il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de séparation dans nos hémisphères. Les représentations mentales peuvent prendre le dessus sur l'objet réel, sur plein de choses. Donc là, ça c'est un sujet qui pour moi est passionnant en tout cas, et on peut aller très loin là-dessus. Donc c'est le processus que j'utilise le plus sur moi-même et avec mes élèves. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Donc là, on va prendre ce cas-là précis, parce que bon, on pourrait prendre plein d'autres cas, hein, de représentation, mais là, en gros, ça permet quoi? Ça permet de se projeter dans l'action. Voilà, c'est l'idée, hein, d'accord? Donc grâce aux images véhiculées en nous, hein, bien sûr, il nous est possible de réaliser mentalement une production ou une anticipation d'ailleurs, hein, l'un ou l'autre, hein, c'est tout à fait possible. Cela va de pair avec ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ça, je vous laisse vous renseigner. C'est aussi un sujet qui est très intéressant. L'avantage, en tout cas, de ces représentations mentales, c'est le fait qu'elles font intervenir n'importe quelle stimulation sensorielle. Et justement, les sensations, c'est ce qui va jouer le plus après en gestion de stress. Ça va être la chose la plus importante. C'est ce qui nous aide également donc à inclure
dans notre monde imaginaire le plus de détails possible liés à nos sensations et à la situation considérée comme stressante. Il faut se mettre vraiment en situation, s'imaginer en train de jouer. Alors moi, c'est un truc que je fais énormément, même, je vais dire, même en me baladant, même en me promenant, même en entendant un métro, un bus, je sais pas. Enfin bon, voilà, je suis sans arrêt en train de travailler dans ma tête, sans arrêt, en train de me voir sous différents angles, différentes caméras, droite, gauche, dessus, ma séparée, mes ensembles, tel ou tel passage, tel ou tel niveau d'interprétation, telle ou telle sonorité, etc. Tout se travaille dans la tête, par l'imagination. Alors bon, c'est assez spécial, hein, je dois bien le reconnaître, mais en attendant, ça marche, c'est quand même très efficace. Donc, lorsque là, on va juste se limiter à l'interprétation en public, hein, d'accord. Si ça vous intéresse, après on fera d'autres vidéos sur là-dessus, à ce propos-là. Mais en tout cas, donc, lorsque l'on s'imagine en train de jouer en public, eh bien, nous développons certaines aptitudes, car on anticipe émotionnellement. On anticipe quoi? On anticipe nos attitudes, on anticipe notre gestuelle, on anticipe également la présence, la précision de nos mouvements. On peut très bien avoir une vision très précise, hein. L'imagination n'a pas de limite, il faut le savoir. Donc, si on dispose d'une imagination débordante, ben, il est possible vraiment de se voir soi-même en train d'exécuter par exemple un déplacement. Moi, c'est quelque chose que je fais énormément et j'arrive à le corriger par exemple. Je fais ce qu'on appelle des arrêts sur image en fait dans ma tête, c'est-à-dire que je me vois très bien en train de jouer un passage et puis d'un coup, pouf, je m'aperçois que il y a une erreur soit au niveau sonore, soit au niveau physique, soit au niveau psychologique. Je me suis mal représenté ceci ou cela, tel ou tel détail. Je m'arrête dessus et je me force moi-même à revenir en arrière en quelque sorte et à regarder là où vraiment il y a enfin, à savoir comment corriger cette erreur tout simplement. Donc l'avantage c'est que l'on renforce également donc sa faculté d'écoute, hein, comme je le dis, puisque l'erreur peut être à la fois physique ou elle peut être sonore également. Donc ça c'est intéressant. L'idée c'est en fait d'arriver à intégrer le plus de détails musicaux à notre imagination pour les apprivoiser et pour pouvoir s'en resservir en situation de stress. Ça me paraît vraiment essentiel. C'est ce qui va dominer après en situation stressante. On crée ainsi une empreinte dans l'esprit qui correspond à la situation à venir. On anticipe absolument tout en fait. Notre cerveau donc va mémoriser ses impressions, ses sensations, à force de répétition bien sûr, parce qu'en plus on répète bien sûr le même passage hein, dans notre tête uniquement par la pensée. Et donc nos connexions neuronales s'activent autant que si nous étions sur scène. C'est justement le principe hein, des neurones miroirs, hein, j'en parlais, c'est quelque chose qui est très important. C'est une pratique cognitive qui consiste à reproduire donc ou à anticiper, c'est ce que je disais, une situation mentalement. Nous découvrons et nous nous habituons progressivement, si vraiment c'est un travail hein, quotidien, on s'habitue progressivement à l'anxiété parce que on se représente absolument tous les détails physiques, mais les détails aussi acoustiques des lieux, le piano, la sonorité du piano. Imaginez-vous que vous jouez sur un Kawai ou sur un Steinway, par exemple, ça n'a plus rien à voir, ou sur un Yamaha ou sur tel type de piano. Vous imaginez la résonance. Vous jouez dans une salle dont les plafonds font 2 mètres de haut dans une église, ça n'a plus rien à voir. Jouer sur du parquet ou sur du carrelage, enfin bon, peu importe, hein, on peut aller très loin hein, avec l'imagination. Je le répète, ça n'a aucune limite. On peut imaginer la disposition du public autour de nous. On peut imaginer des tas de choses. Il y a vraiment aucune limite. Et il faut savoir utiliser cette imagination. Il faut en tirer profit, hein, bien sûr. C'est une expérience qui est très importante, car et il faut la faire en fait tout au long de notre apprentissage, hein, pour être préparé et pour limiter l'impact du stress. Parce que l'impact du stress, essentiellement, qu'est-ce que c'est? C'est lié à la découverte de l'inconnu. Et justement, pour éviter cette découverte de l'inconnu, si l'on s'est représenté tout cela mentalement, eh bien, il n'y a plus d'inconnu quasiment. Il y a toujours un petit peu, c'est ce qui fait qu'il y a toujours, c'est ce que l'on dit, il y a toujours un minimum de stress, et qui est normal d'ailleurs. Mais si ça reste à l'état de minimum, c'est très intéressant. Et pour que cela reste à l'état de minimum, il faut avoir tout anticipé, absolument tout. Bref, bon voilà, moi en tout cas j'utilise beaucoup hein, ces deux perspectives, donc ce que j'appelle la perspective interne,
hein, donc, et la perspective externe, en combinaison donc afin d'obtenir mentalement l'ensemble des sensations éprouvées. Ça, c'est quelque chose d'interne. Et l'interaction environnementale. Donc ça, hein, c'est le côté externe qui va me replacer en quelque sorte dans le contexte physique. Voilà, parce que encore une fois, il faut savoir que les désorganisations peuvent être à la fois mentales ou physiques, hein, psychologiques ou physiologiques. Donc les deux sont à prendre en compte pour pouvoir parfaitement se préparer en fait. Voilà. Alors concernant l'intériorisation des sensations, eh ben, je m'oblige, en fait, toujours dans ma tête, hein, bien sûr, à travailler sur la clarté, ce qu'on appelle la clarté de l'exécution, la netteté, afin de, c'est toujours pareil, l'idée en fait c'est de générer le plus grand nombre de détails possible pour avoir vraiment le contrôle d'une image, hein, en quelque sorte, pour pouvoir la retravailler. Voilà, bon, cette imagerie, donc, cette imagerie mentale, cette représentation mentale, nous permettent de mieux comprendre nos mouvements aussi, hein, bien sûr. Je peux également me représenter mentalement mon interprétation et mieux l'organiser dans l'environnement. En plus des habiletés motrices, cette méthode a quand même un avantage, c'est qu'elle développe drôlement notre attention et elle contribue à entretenir la mémoire. Et oui, bien sûr, parce que lorsque vous travaillez comme ça sur des choses très très précises et que vous rabâchez en quelque sorte des passages mentalement, eh bien inévitablement, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train d'améliorer votre mémoire qui, elle, se base sur toutes les sensations que vous avez, à la fois visuelles, auditives, tactiles. Et tout ça, vous pouvez vous le représenter dans la tête. Ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut être après associé à ça peut être un comportement métaphorique, analogique, ça c'est encore d'autres sujets, hein, avec de la peinture et tout plein d'autres choses. Hein. Bref. Donc il y a encore un dernier point sur lequel je voudrais m'attarder, c'est le fait de se parler à soi-même. Bon, alors ça, j'ai toujours pensé hein, que ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle hein, le dialogue interne. Après, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Hein. C'est un facteur de réussite car il influence notre pensée, tout simplement. C'est un excellent moyen d'interpréter ses sentiments et ses perceptions. Hein, bien sûr, on se donne en fait à nous-mêmes des instructions. Voilà, c'est ce qui s'appelle hein, se parler à soi-même, des instructions et des renforcements. Nous nous attachons donc au langage interne pour structurer notre pensée. Voilà. Donc, il y a quand même une relation directe hein, avec l'imagerie mentale. Parce que grâce à l'imagerie mentale, nous sommes capables d'organiser notre interprétation musicale intérieurement. C'est ce que je viens de dire hein, dans le paragraphe précédent. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que le dialogue interne, qui est directement lié quand même à l'image mentale, va influencer également cette interprétation, ainsi que tout notre comportement, en réalité, notre comportement, nos actions. Lorsque l'on travaille un passage, encore une fois, dans sa tête, on se parle à soi-même automatiquement, on se surprend, on se dit, tiens, là, ça ne va pas, je reviens un petit peu en arrière, je regarde ce qui n'allait pas, l'angle d'attaque, je change les caméras, enfin bon, bref, hein, d'accord. Donc, on se parle automatiquement. Alors, il y a quelque chose également d'intéressant, c'est que ce dialogue interne a un effet positif sur la gestion de l'anxiété, par la maîtrise interne de ses actions et la confiance en soi. Et oui, plus on se parle intérieurement, plus on s'analyse en quelque sorte, mieux on se connaît, et plus on gagne en confiance en soi. Et ça, c'est très important pour pour l'interprétation en public. Alors c'est quelque chose qu'on voit aussi souvent chez les sportifs de haut niveau, ils pratiquent le dialogue interne. On a tous plein d'exemples en tête comme ça. Et donc, ce qui est intéressant avec ce dialogue, si on détaille un petit peu, c'est qu'on a tous en réalité deux facettes dans notre personnalité et que certains d'entre nous décident d'explorer, en fait, consciemment, intérieurement. C'est ce que l'on peut faire. Alors, une première partie d'entre nous donc, donne des ordres, porte un jugement, pose des questions, cherche la résolution de problèmes. Alors bon, quelque part, il y a aussi on peut faire un parallèle avec nos deux hémisphères, hein, ça aussi, les deux hémisphères cérébraux, ça je vous renvoie à d'autres vidéos, mais c'est pas exactement la même chose. Là, on parle vraiment de dialogue interne, mais il y a quand même un parallèle possible.
Et donc tout ceci, toute cette première partie d'entre nous qui nous donne des ordres, c'est très intéressant, très utile, notamment lors de la pratique instrumentale, la résolution justement, ce que j'appelle des situations problèmes. Ça, c'est très intéressant. Puis alors, après, on a une autre partie d'entre nous qui, elle, au contraire, exécute. Et celle-là, c'est la plus importante lors d'une interprétation en public. Parce que c'est elle qui va nous guider et c'est elle qui va nous aider à ne pas nous juger. Il est là le problème souvent des élèves, c'est que avant même de commencer, ils se jugent déjà de façon négative. Ils se disent combien on en entend dire ah je vais jamais y arriver, oh j'ai peur, oh ceci, oh ça. Justement voilà, ça vous voyez c'est le premier moi. C'est le moi malheureusement qui juge, hein, qui donne des ordres, qui fait que vous vous stressez sur telle situation, alors qu'en fait vous l'avez travaillé X fois et que tout est bon. Enfin bref voilà. Donc nous devons en fait nous engager, comment dire, pardon, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Nous devons donc nous engager, montrer le fruit de notre travail, on doit avoir conscience de la valeur de nos efforts, on doit avoir confiance en soi. Et donc, pour rester justement concentré sur notre musique, pour rester concentré sur nos sensations, c'est ça le plus important, c'est ce que je disais tout à l'heure, les sensations qui constituent nos points d'appui, et ben c'est là justement qu'il faut réussir à pas se juger, parce que sinon c'est fichu complètement. Il faut apprendre à accepter son interprétation sans émettre de jugement négatif, parce que c'est complètement inutile, et surtout c'est contre-productif. Lorsqu'on est dans cette situation qui est déjà stressante. Si en plus vous en rajoutez une couche, alors là, c'est fini, évidemment. Donc, lorsque le niveau d'anxiété augmente, on doit être capable de se concentrer davantage sur son écoute. Moi, c'est quelque chose que je fais énormément. Je m'intéresse toujours aux détails. Et vous voyez, là, ça rebondit un peu à ce que je disais, avec ce que je disais par rapport à l'imagine mentale. C'est-à-dire qu'on essaie d'inclure le maximum de détails à son imagination. Ben, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, ce sont ces détails qui vont nous sauver, en quelque sorte, lorsqu'on est en situation de stress. On essaie de se recentrer donc sur les détails, ça peut être des détails physiques, des détails gestuels, des détails sonores, il y a tellement de possibilités, hein, de choses que l'on a pu travailler. Et c'est cette base, ces points d'appui qui ont été bossés sont les plus importants, bien sûr. Ça peut être donc toute la recherche du geste instrumental, hein, il n'y a pas de limite, hein, à nos détails. Ces sensations, elles sont inscrites dans notre mémoire puisqu'on les a travaillées mentalement, hein. Je suis toujours la même logique, hein, bien sûr, hein, du travail mental. Et donc, elles doivent prendre le dessus sur notre manière de juger. Tout le travail intérieur que l'on a effectué doit ressortir ici, lorsque l'on est donc en situation stressante, entre guillemets, hein, d'accord, afin d'éviter l'emprise au trac. Voilà, tout simplement, il faut vraiment se retrancher sur tous nos points d'appui, en quelque sorte. Il faut réussir à harmoniser notre conduite musicale et les sensations corporelles pour toujours rester focalisé sur notre objectif musical. Alors, bon, je vais citer un moyen très simple, hein, que je donne aux élèves pour éviter les problèmes d'adaptation dès le départ. Dès le départ du morceau, hein, de l'interprétation. Bon, c'est un truc tout bête que tout le monde, enfin, je pense que beaucoup de professeurs donnent, hein, bien sûr, mais bon, ça peut quand même vous être utile. C'est de considérer la première note comme le prolongement d'une mesure précédente. Le prolongement, enfin, moi, je parle pas toujours avec ces termes-là, mais bon, je parle souvent en termes d'histoire, en quelque sorte. Et c'est pas l'arrivée d'un nouveau personnage. Imaginez que ce personnage est déjà sur scène depuis un petit moment et que voilà, le contexte évolue, l'histoire avance et voilà, vous arrivez au bout d'un moment, tout est fluide. Il faut s'imaginer que l'on continue de jouer en réalité, hein. On joue cette scène depuis un petit moment et l'on arrive dans cette scène tout à fait normalement, tout à fait discrètement. Et donc dans ces cas-là, on n'est pas en train d'attaquer de nouvelles œuvres et donc de commencer vraiment à se raidir en quelque sorte et à avoir une certaine appréhension. Mais non, on obtient un début plus souple, plus confortable, qui est sans raideur, parce que, encore une fois, c'est tout un travail mental, on intériorise en quelque sorte le début, et même d'ailleurs tout le reste, hein, si possible, hein, tous les débuts de la pièce en tout cas, pour se mettre dedans, pour se mettre dans le bain, dans le contexte, hein, avant même de la jouer. Voilà, une des phrases, hein, que je cite très souvent, c'est la suivante, c'est posséder une œuvre, c'est en réalité en avoir une représentation mentale parfaite. Voilà, c'est quelque chose que j'enseigne, hein, avec mes élèves. Et voilà, bon, bah, écoutez, j'espère que... désolé pour la longueur, hein, je suis parfois un peu bavard, la preuve. J'espère en tout cas que vous avez trouvé quelques informations qui vous conviennent. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci.